Les écoles secondaires publiques du Québec ont vraiment mauvaise réputation. Il est vrai que depuis 15 ans, les manchettes des journaux ne disent pas grand bien d'elles. Voilà pourquoi, au Point, nous avons décidé de faire une série sur ce milieu de vie important, déterminant même pour des dizaines de milliers de jeunes. Les écoles secondaires publiques du Québec méritent-elles cette mauvaise réputation? Sont-elles vraiment pires à tout point de vue que les écoles privées, le Québec soit dit en passant, et la province, où les enfants au secteur privé sont les plus nombreux au Canada, toute proportion gardée? Voilà donc qu'une équipe du Point est allée vérifier, et d'ici vendredi, en 5 reportages, nous allons vous emmener vivre au cœur même de nos polyvalentes. Je pourrais même dire aux parents qui nous regardent en ce moment que vous allez voir l'école de vos grands comme jamais vous ne l'avez vue, et aux adolescents qui nous écoutent, que vous allez voir beaucoup d'autres écoles secondaires du Québec et ainsi pouvoir les comparer à la vôtre. Ils sont plus de 338 000 à fréquenter les écoles secondaires publiques francophones. 99% des jeunes qui terminent le primaire entrent au secondaire. Grande revendication des années de la Révolution tranquille, l'accès à l'école secondaire pour tous est une opération réussie. Il y en manque trop des fois pour des jobs. Boffer un char, c'est vrai, il y a besoin de crayon pour boffer un char pour nettoyer. Des fois, il y en demande trop. Ça demande des jobs. Là. Moi, je trouve comme des vidanges, là, pour être très de vidange, je vais prendre sur mon 5 pour faire ça, tu sais. S'il veut tant travailler, pourquoi qu'il ne retourne pas à l'école? Oui. Moi, en tout cas, moi, ça me frustre bien raide parce qu'ils disent qu'ils veulent travailler, ils veulent faire de quoi sur le site BS, c'est pas gueule derrière, excusez l'expression, mais tabarnouche, je n'ai rien qu'à aller à l'école. L'algèbre, là, ça fait mettre de quoi sur tes toasts, plus tard. Ces jeunes font partie des élèves inscrits dans les 535 écoles secondaires publiques québécoises. Elles ont la plus mauvaise réputation de tout le réseau scolaire. Ces écoles, dont la rumeur publique veut qu'elles soient aussi malades que les jeunes qui les fréquentent. Des écoles qui ont perdu le respect des jeunes sur lesquels l'autorité n'a plus de prise. C'est l'école publique où les jeunes vont faire du temps. L'école de la drogue, de la permissivité, du vandalisme et de la délinquance. C'est du moins ce que pensent bon nombre d'adultes et de parents de l'école secondaire de leur quartier ou de leur région. Pour eux, c'est une école à rabais, une école par défaut que la société leur donne, et non pas une école qu'ils ont choisie, comme on choisit une école privée. Et si tu veux amener le monde, tu sois sur le comité de parents? Si je veux amener le monde où? Mais, Suzanne Giraldo et Normand Daou avaient le choix d'envoyer leur fils Michel au privé. Ils ont opté pour le public. Pour eux, il n'est pas question que Michel grandisse en serre chaude à l'école privée. Parce que j'ai peur de l'élitisme à l'école privée, un peu. Et puis je pense que le monde dans lequel il va évoluer plus tard, peut-être que lui sera quand même une élite, là. Je sais pas. Sauf que ça serait, j'ai l'impression, limiter son ouverture sur le monde si on l'envoyait à l'école privée. Les écoles publiques partout au Québec tentent de redorer leur image et de freiner la saignée des élèves vers le secteur privé. Comité, intégration plus poussée des parents, agenda quotidien des faits et gestes de leurs enfants, les institutions innovent pour que l'école des enfants devienne aussi celle des parents. Quant à Michel, son intégration au secondaire se fait facilement, même si ses meilleurs amis vont à l'école privée. Dans la région de Sherbrooke, le secondaire privé est à la mode. 24% des élèves fréquentent l'école privée. La moyenne pour le Québec, 16%. Michel, lui, se sent prêt à attaquer le secondaire dans une école publique. je trouve que c'est une très belle école ici. C'est tes parents qui sont convaincus de venir ici? Oui. Ce que j'aime aussi ici, c'est que il n'y a pas 50 étages, ça fait qu'on peut se retrouver très facilement. Public ou privé, c'est un grand dilemme pour un parent. Surtout quand ce parent enseigne au public et envoie son enfant au privé. André Baudry, comme beaucoup de ses collègues, a cédé aux pressions de sa fille qui désirait aller à l'école privée. Je peux être pointé du doigt un peu à l'occasion parce que travaillant, comme vous le dites, au public, on dit faire sa commande chez Provigo quand on travaille chez Steinberg, ça fait curieux. Mais il y a quand même des raisons qui peuvent être suffisantes pour envoyer ses enfants au privé et ne pas les envoyer au public, même quand on travaille au public. André Baudry voudrait pouvoir choisir.
magasiner son école publique comme on peut le faire pour son école privée. Si je suis un parent qui n'aime pas, par exemple, voir ma fille les cheveux verts ou les cheveux jaunes, ben je sais qu'en l'envoyant à telle ou telle école privée, elle ne pourra pas avoir les cheveux verts ou les cheveux jaunes, parce qu'ils le défendent. J'aurai donc pas à dire à ma fille, garde tes cheveux bruns. C'est pas moi qui aurai l'odieux de lui dire. Si je veux que mes enfants, par exemple, aient un encadrement religieux strict, il y a des juvénats dans la région. Je pourrais donc, l'école privée cherche pour pas avoir de difficultés à survivre, l'école privée cherche plus, comme bloc, à répondre aux besoins des parents que l'école publique le fait. Sherbrooke, école secondaire Lebert, il est 8h30. Depuis quelques minutes, ils arrivent. Dans moins d'une demi-heure, ils seront 1300 assis sur les bancs de cette école. Ce qu'ils en attendent, bien plus que l'apprentissage du français, de l'anglais, des mathématiques, l'école, c'est pour eux un milieu de vie, souvent d'ailleurs le principal. Ce milieu de vie, les jeunes y passent plus de 9 heures par jour si l'on tient compte du transport scolaire. C'est là qu'on s'y fait des amis, que se crée le groupe sans lequel la vie, selon tous les jeunes à qui nous avons parlé, n'aurait pas de sens. C'est là aussi que l'autre vie commence, celle des flirts, des amours, de l'amour. Le sexe précoce, les MTS, les grossesses non désirées. Les jeunes n'y voient là aucun problème, pas plus d'ailleurs qu'avec la taille de leur école. Souvent plus populeuse que Rougemont, Saint-Marc-sur-le-Richelieu ou Rigaud, en réalité, à cause de la dénatalité, les écoles sont moins grosses que ne le veut la croyance populaire. La moitié des élèves du secondaire fréquentent une école de moins de 1000 élèves. Des élèves qui, comme si tout le reste de la société l'avait oublié, se définissent avant tout comme des adolescents. 1000, 1500, 2000 adolescents dans une école, c'est la promiscuité inévitable. La vie autour des casiers a remplacé la traditionnelle cour d'école. Ces éternels casiers, c'est le cœur des polyvalentes. Là où s'échangent les photos, l'amitié, les blagues et, à l'occasion, la drogue. La drogue, c'est le cauchemar des parents qui craignent que la polyvalente ne soit un vaste drugstore où leurs fils et leurs filles vont dépenser leur argent de poche. Dans ces écoles où la cigarette n'est tolérée que dans des endroits bien circonscrits quand elle n'est pas carrément interdite, il est encore possible, si on en a les moyens, de se procurer de quoi fumer dans les écoles publiques ou sniffer chez les plus riches du privé. C'est à 12 et 13 ans que Bobby et Sylvie ont commencé à prendre de l'alcool et de la drogue. Pour la drogue, c'est à l'école surtout qu'ils s'approvisionnaient. J'en prenais régulièrement. J'avais commencé en secondaire 1, puis ça va faire un mois et demi que j'ai cessé de consommer. Pourquoi est-ce que tu avais commencé? Curiosité. Juste ça? Oui, c'était la curiosité de savoir quel effet que ça faisait. Puis la première fois, c'est sûr, ça faisait rien. On ressentait rien. Fait que là, après une, c'était 2, 3, jusqu'à temps que tu ressentes vraiment quelque chose. Puis là, là, après ça, quand tu ressentais ça, puis tu trouvais ça le fun, mais là, je continuais. Puis il y a la boisson qui s'était ajoutée, puis tout ça. L'alcool, c'est beaucoup d'alcool? Oui. Ça fait régulièrement. Tous les jours? Je peux pas dire à tous les jours, là, mais la plus grande intervalle qui s'est faite, c'était 3 jours. Puis assez pour être malade. Assez jusqu'à temps que mon portefeuille ait plus rien dedans. J'ai oublié. Toi, à quel âge tu as commencé? Ben, j'ai commencé au secondaire 1. Ben, c'était plutôt par, tu sais, mes chums m'en prenaient, tu sais, essayer ça. Fait que, tu sais, je l'ai pas payé le premier coup, puis là, j'ai essayé ça. Ça n'a rien fait la première fois, mais c'est quand la deuxième fois, je l'ai réessayé, mais là, c'est un petit trip. Là, j'en achetais, j'essayais ça. Tu sais, je me fais comme les autres. T'es un homme, tu fumes, t'es un homme, tu sais. Copier ses autres, c'est comment on dirait... De toute façon, t'es nos chums, t'es quelqu'un. De toute façon, avec nous autres, t'es quelqu'un, tu sais. Bobby et Sylvie ont cessé de prendre de la drogue depuis quelques mois. Bilan, Bobby a perdu pratiquement une année scolaire et tous les deux, la confiance de leurs parents. Mon père ne savait pas. Il m'avait même pas permission de fumer la cigarette. Tu sais, je fumais à cachette. Naturellement, ça commence tout le temps à cachette. Je fumais à cachette, puis là, quand mon père l'a appris, tu sais, je veux pas de fumer dans la maison. C'est encore ça, tu sais, dans la maison, il n'aime pas ça parce que ça peut le feu, tout ça. Puis là, quand il a appris de la drogue, ben là,
Là, c'est une autre affaire. Si tu fais ça, mais là, t'as plus d'argent de poche, parce qu'ils ont acheté ça avec ça, tu sais. T'as plus d'argent de poche, fait que c'est aggrave, tu sais. Tu y pensais, là, tu dis, ah, je touche pas à ça. Puis là, aujourd'hui, tu sais, il dit, on dit qu'on touche pas à ça, mais là, il ne crée pas, tu sais. Il dit, ah oui, ça t'en prend compte, je suis certain que t'en prends compte. Même si on n'en prend plus, mais tu sais, c'est dur d'avoir récupéré la confiance. Ils ont trouvé ça dur, tu sais, parce que mon frère, il les a dit, puis après ça, ils sont venus m'en parler. Puis c'est vrai qu'ils ont perdu, comme Bobby disait, ils ont perdu de la confiance. Mais là, tu sais, ils sont 2 fois plus fiers de me voir que je m'en sors, là, puis que tout va bien, puis que j'étudie à cette heure. À la polyvalente Lebert, chaque année, l'école procède au nettoyage des vendeurs de drogue. Lorsqu'il s'agit de cas graves, ses élèves sont suspendus ou même renvoyés, ce qui veut dire souvent replacés dans une autre école. Le réseau est organisé, bien structuré en ce sens qu'il y a des intermédiaires, il y a des gens qui prennent les commandes, il y en a d'autres qui font des livraisons, il y en a d'autres qui perçoivent l'argent. C'est très bien structuré leur réseau, puis c'est très difficile aussi à percer. Mais à un moment donné, quand on remonte l'échelle, là, on finit par trouver les principaux éléments du réseau. Et puis, s'ils appartiennent à l'école, on les élimine. S'ils n'appartiennent pas à l'école, on ne peut pas faire grand-chose sinon que demander à la police d'intervenir. Bien plus que la drogue ou les relations sexuelles précoces, ce qui préoccupe les jeunes dans les écoles que nous avons visitées, c'est le suicide, la 2e cause de mortalité chez les adolescents québécois. Les signes de détresse sont parfois détectables. Les jeunes ont leur façon bien à eux d'appeler au secours. Toujours à la polyvalente Lebert, Claude Thibault a créé un centre de prévention du suicide. Il invite les jeunes à se réunir autour de lui pour favoriser le complot pour la vie. Moi, il y a un jeune que je connaissais bien, qui était très proche de moi, qui s'est suicidé, alors qu'il avait 14 ans, en 1981, novembre 81. Et ce jeune-là, que j'aimais bien, à partir du moment où cet événement-là s'est produit, moi, je vous avoue que c'était pour moi le début, je dirais, d'une interrogation sur ce que pouvaient vivre des jeunes. Pour beaucoup de jeunes, le suicide n'est pas un phénomène étranger. Moi, je connais un qui s'est suicidé. Puis c'est pour ça que je suis embarquée dans le projet aussi. Puis c'est ça, justement, ce que je réalisais, moi, là-dedans, c'est qu'il y avait de la misère à communiquer. Tu sais, il essayait de parler, mais il faisait toujours des jokes. Il essayait de passer sa peine dans le travers des jokes. Puis il cherchait quelqu'un qui comprenait. Chez eux, il n'était pas compris. Tu sais, ses parents pensaient qu'il était toujours de bonne humeur, qu'il n'y avait jamais de problème. Dans le fond, lui, il avait des problèmes. Puis à moi, il m'en parlait. Puis à un moment donné, je l'ai laissé. Puis là, il a senti comme quoi qu'il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus personne pour le comprendre. Fait que c'est pour ça qu'il s'est suicidé. Le suicide, pour moi, c'est causé par un isolement, par un manque de communication. C'est plein de problèmes comme ça qui t'arrivent sur les épaules. Puis là, t'as pas la chance de les partager. Puis là, à un moment donné, ça devient trop grand. Puis là, on éclate. Comme Isabelle dit aussi, un manque de communication avec tous les divorces qu'il y a aujourd'hui. Quelqu'un essaie de s'attacher à quelqu'un pour parler. Là, il faut qu'il déménage, il faut qu'il change de parents. Des fois, ils sont forcés d'aller avec un parent que peut-être que lui ne se sent pas bien avec cette personne-là. Tout de suite, là, ça met un conflit qui n'est pas capable de s'exprimer avec cette personne-là. La plupart des adolescents vivent ce qu'il est convenu d'appeler une vie normale et saine au secondaire. Mais la majorité d'entre eux considèrent cette période de leurs études comme trop facile, pas assez stimulante. Ils ont l'impression que les professeurs n'exigent pas assez d'eux, ne leur donnent pas de défis. Ils vivent en attendant la maturité et les vraies études au cégep et à l'université. Il y a beaucoup de jeunes qui décident de laisser le secondaire. La plupart, ils lâchent au secondaire 3. Pourquoi est-ce que, d'après vous, les jeunes quittent autant l'école? C'est la différence qu'il y a entre le premier cycle, secondaire 1 2. Puis quand tu arrives au secondaire 3, c'est toute une différence. C'est comme... il y a plus de devoirs, pas mal plus. Là. En tout cas, moi, comme tu es là, j'ai presque plus de temps à moi. C'est de mes affaires les soirs. Là. Avez-vous des amis qui ont laissé l'école?
Oui, j'en connais une gang. C'est pour quelle raison? Mais, tu sais, il y en a qui se forcent pas à l'école, puis ils se laissent aller. Quand tu veux pas, ça sert à rien. Ils voulaient pas. Ils ont lâché ça, ils étaient tannés. Il y en a aussi qui se disent que s'ils n'ont pas la note de passage, ben, ça vaut pas la peine de venir. Puis de sont plus intéressés, fait que quand, je sais pas, moi, tu as 20 ou 30 sur ton bulletin, ben, moi, si j'aurais ça, je me dirais ça vaut pas la peine. Moi, je viendrais à l'école surtout pour rencontrer mes amis, puis aussi pour avoir des diplômes, pour travailler après. T'as l'impression que tu vis un peu en attendant? Oui. Est-ce que c'est dur de vivre en attendant? Ça dépend des jours, ça dépend comment tu files. Lâcher l'école, Denis Marseille y a pensé très souvent. Resté pour faire plaisir à sa mère, il termine cette année son secondaire 5. Il ne sait pas encore très bien ce que l'avenir lui réserve. Il a l'impression de s'être traîné de peine et de misère sur les bancs de la polyvalente et d'avoir perdu son temps. L'avenir. Cégep, je sais même pas encore où je m'en vais. Je vais finir mon 5, là, mon père me demande au cégep. Je sais même pas encore où je m'en vais. Je trouve que l'avenir, là, s'il y en a une, là, elle va être pas mal floue pour l'instant, mais je sais vraiment pas où je m'en vais. Comme la plupart du monde. Avez-vous l'impression que vous faites partie des perdants, de ceux qui n'auront jamais de travail, de bon travail, de travail payant? Non, moi, je ne considère pas un perdant parce que je veux réussir, puis je sais que je vais avoir de l'argent plus tard. Mais moi, je veux me lancer en affaires, fait que je sais pas pourquoi la chimie, de la physique, je sais pas que ça va avoir de l'air à faire quand si je m'ouvre un commerce ou un affaire d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait avec un diplôme d'études secondaires? Ça, je vais le dire dans d'autres mots, parce que dans mes mots à moi, c'est pas beau à dire ça à la TV, là, mais... Non, dis-le comme toi tu le ressens. Ben, diplôme, ça sert juste à se torcher. Il me semble qu'un petit diplôme de 5, la plupart des jobs, ils demandent de l'expérience, puis un diplôme de 5, t'as aucune expérience avec ça. C'est comme, ils disent, c'est un bon petit garçon, il a été à l'école, il a peut-être une petite chance de réussir dans la vie, mais ça sert à rien, un diplôme de 5. Si on veut faire sourire un adolescent, il suffit de lui dire qu'il a l'avenir devant lui. Aujourd'hui, dans les écoles secondaires, ce qui compte avant tout pour les jeunes, c'est le milieu, les amis. Le présent occupe presque toute la place. Le diplôme qui les mènera au cégep ou directement sur le marché du travail devient pour eux secondaire. Demain, l'encadrement. L'encadrement, c'est la discipline, bien sûr, mais c'est aussi, et de plus en plus, le retour aux bonnes vieilles méthodes d'enseignement, la dictée, la grammaire, la base de tout. L'encadrement, la discipline et le retour aux méthodes traditionnelles d'enseignement. L'enquête Stevens, au 4e jour de témoignage de l'ancien ministre, le conservateur Jean Charest et le libéral Don Boudria, commentent l'ampleur qu'a prise cette affaire et ses conséquences sur nos institutions politiques. Les écoles secondaires publiques du Québec. Saviez-vous qu'il en coûte 4 000 $ par année pour former chaque élève qu'on qualifie volontiers d'ignorant? C'est pas donné. Bien sûr, les parents se plaignent, ils souhaitent plus de discipline et plus d'encadrement. Quant aux élèves, ils affirment qu'ils perdent souvent leur temps à l'école secondaire, qu'ils ont des problèmes en français, en anglais et en mathématiques. Les Américains qui connaissent ces problèmes réclament des mesures urgentes pour sauver l'école et surtout les élèves. Ici au Québec, c'est presque en douce qu'on a entrepris de redresser la situation, de changer l'image de l'école. Voici donc notre deuxième reportage sur les écoles secondaires.
Malgré l'assurance donnée il y a quelques mois par le responsable de l'environnement d'Hydro-Québec, à l'effet que cette expérience serait menée au grand jour, les essais ont enfin été effectués en catimini. À la Société d'État, le déroulement secret de ces essais de destruction a embarrassé plus d'un fonctionnaire. Polyvalente. Grand espace de béton dans lequel s'entassent des milliers d'étudiants dans des locaux souvent sans fenêtres où ils ne réussissent même pas à apprendre à lire, à écrire et à compter correctement. C'est là la définition que bon nombre de Québécois sont prêts à donner aux écoles secondaires publiques dont la vocation est de préparer les élèves à des études plus poussées au cégep ou leur donner un métier qui les amènera directement sur le marché du travail. Les écoles secondaires du Québec n'ont pas attendu le gouvernement pour réagir, pour tenter de régler leurs problèmes. Si l'opération Accès à l'école secondaire pour tous est réussie, on ne peut pas en dire autant de la qualité de la vie et de la qualité de l'enseignement. Depuis quelques années, chaque école secondaire, chaque polyvalente a ses priorités, son plan d'urgence pour sauver l'école et refaire sa réputation. Faire du secondaire autre chose qu'une garderie pour adolescents. Redonner le goût de l'école aux élèves, mais aussi aux professeurs et aux parents. 1, 2, 3, 4. Après les grandes théories des années 70, après les tâtonnements pédagogiques des méthodes miracles, après les options à la carte où les jeunes apprenaient plus facilement à conduire une automobile qu'à se conduire, après la période où l'école s'est éparpillée et a tenté de pallier toutes les carences de l'éducation familiale, après s'être rendu compte qu'elle avait peut-être oublié l'essentiel, un bon apprentissage des matières de base, l'heure des écoles secondaires est à la consolidation. Depuis le début des années 80, les programmes se stabilisent. Mais encore faut-il les faire passer. Pour cela, il est nécessaire de freiner l'hémorragie de l'absentéisme qui a atteint au cours des dernières années des proportions alarmantes. Aujourd'hui, le foxage ou le skippage, comme disent les jeunes, ne se fait plus impunément. Pour avoir le droit de se présenter aux examens, l'élève absent sans motif valable devra participer à des séances de récupération. Cette année, disons, on met l'accent sur l'absentéisme. Parce qu'on a constaté l'an dernier un phénomène grandissant au niveau de l'absentéisme et surtout de l'absentéisme anormal, c'est-à-dire les absences non motivées, séchage de cours, etc. Beaucoup d'étudiants? L'an dernier, oui, on a nos statistiques qu'on a compilées nous ont révélé qu'au moins 26% des absences des élèves n'étaient pas motivés. Pendant chaque période de cours, un surveillant fait la cueillette des relevés de présence qui sont fichés avant que les parents ne soient avisés. Lorsque l'élève décide de prendre congé pendant que ses amis travaillent en classe, bien, on dit il prend une décision. Il faut qu'il en assume la responsabilité. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on l'oblige, une journée de congé, à venir reprendre en double le bon temps qui s'est permis durant que ses confrères travaillaient. À la première période de chaque jour, on loge des appels téléphoniques dans tous les foyers de la région. Il y a des journées, on peut faire jusqu'à 300 téléphones. Pour ceux qui sont en retard. Pour ceux qui sont déclarés absents. Souvent, dans un milieu rural comme nous, en banlieue, le parent travaille. Il se dirige vers Montréal. Alors, à ce moment-là, souvent, l'élève répond à la maison. Et puis, quand on a toujours la même répétition de l'absence, du motif d'absence, à ce moment-là, il faut rejoindre le parent au travail. Et on le fait cette année. À l'atelier de culture de la polyvalente de Victoriaville, on a doublé le nombre d'élèves par classe. Cela permet à un professeur de donner son cours pendant que l'autre contrôle rigoureusement les présences
et alerte sur le champ les parents de l'élève absent. Bonjour madame, c'est Jacques Brière de la Polyvalente. J'appelle à propos de l'absence de Jacques. Est-ce qu'il est chez vous? Oui? Non? Comme ça, vous ne l'avez pas vu après-midi. Bon, d'accord. Très bien, madame. Bonjour. L'encadrement physique et intellectuel, c'est d'ailleurs la spécialité de l'atelier de culture. En gros, ce sont des classes de récupération pour les cas désespérés. Les élèves du régulier qui multiplient les échecs ou ceux du professionnel qui ne voient pas l'utilité d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Ceux qui ont eu plus que 40 fautes, il y en a encore quelques-uns, hein? Ceux qui ont eu plus que 50 fautes, on en avait encore 4-5 certains. Il y en a un que j'ai mis jusqu'à 81 fautes. C'est qui? Non, il est absent probablement. Ça doit être ça. L'atelier de culture, que les élèves appellent plutôt l'atelier de torture, remporte un succès considérable. Encadrés par 2, 3, parfois 4 professeurs en même temps, les élèves sont soumis à une discipline de fer. Oui, t'es pas encore arrivé avec nous autres, ben, dépêche-toi. Ils s'initient au silence en classe, aux copies propres, à la mémorisation de définitions. Ils réécrivent dictées et règles de grammaire autant de fois qu'il est nécessaire pour que la copie soit parfaite. Pour Normand Maurice, les ateliers de culture constituent la planche de salut de ses élèves. Alors, on leur fournit un encadrement très serré qui leur permet très rapidement de faire un choix entre venir à l'école ou se réorienter. Deuxièmement, plusieurs des étudiants ont des difficultés parce qu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas prendre des notes, ils ne sont pas suffisamment évalués. Alors, on souligne toutes les fautes de français dans toutes les matières, tous les travaux qui ne sont pas suffisants sont repris, corrigés, etc. Les notes sont prises, classées dans le cartable. Enfin, nous les amenons à développer des moyens d'apprendre. Quand on regarde le fonctionnement des ateliers de culture, on a un peu l'impression que c'est mené comme dans l'armée. Est-ce que c'est nécessaire que ce soit une discipline comme celle-là? Si je blaguais, je dirais que je suis même pas certain que c'est aussi sévère que ça dans l'armée. Je pense que c'est nécessaire. En tout cas, c'est pas la façon de procéder, c'est une façon de procéder. Et ce qu'on peut dire à venir jusqu'à maintenant, c'est que cette façon de procéder donne d'excellents résultats, que les étudiants en sont excessivement satisfaits et que les parents en sont aussi très satisfaits. Marilène fait partie des cas désespérés récupérés par l'atelier de culture. L'an dernier, elle a repris le secondaire 3 qu'elle avait échoué et réussi le secondaire 4 dans la même année scolaire. En septembre, Marilène avait le choix. Retourner au secteur régulier pour terminer le secondaire ou demeurer à l'atelier de culture. Elle a choisi l'atelier. Au début, j'ai dit, je suis vraiment capable de t'offrir l'année ici, pourtant. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'était trop strict. Moi, j'étais portée à l'offrir mes cours. Puis là, ben, ça marchait pas de même parce que, mettons, on voulait l'offrir un cours, on signait un papier nous autres mêmes, mais eux autres, ils appelaient à la maison, pour savoir si c'est vrai, puis les parents disaient non. Puis là, ben, on avait un avis, ou bien qu'on était 3 jours au 303, ben 303, c'est ceux qui font pas le devoir, des affaires comme ça. Puis qu'est-ce qui se passe quand vous remettez pas vos travaux, quand vous dites que vous les avez oubliés? Ben, admettons, si, on l'a pas fait, là, bon, il nous dit que de le faire en double pour le prochain cours. Ou bien, si on dit qu'on l'a fait, mais qu'il reste à la maison, là, il nous demande, OK, viens-t'en, on va y aller chercher des travaux à la maison. Puis là, ben, là, on lui dit, on l'a pas fait. OK, tiens comme faut. Tiens-le comme faut. Daniel s'apprête à devenir infirmier auxiliaire. Avant de fréquenter l'atelier de culture, il avait connu de nombreux échecs. On est encadré, on est assez sévère, on doit faire ce qu'elle nous dit. Puis au régulier, ben, tu peux te foutre du prof, autrement dire un peu, tu sais, tu as une limite, je peux dire. On a l'impression que ça fonctionne comme dans l'armée, que la discipline est très, 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 très rigide. Est-ce que ça donne pas envie de se révolter, ça? Ben, non, moi je dirais que non, parce que si tu es allé de culture, ça veut dire que tu as eu de la misère dans les matières. Puis si tu as fait le choix de prendre l'atelier de culture, parce que moi j'ai eu le choix, j'avais le choix de recommencer tout mon secondaire 3, OK, ou bien reprendre 3 et 4 dans la même année, 2 années dans une.
Fait que là, ben, je me suis dit, c'est mieux de prendre 2 années dans une qu'à recommencer tout. Fait que là, je me disais, ben, il va falloir que je travaille d'abord. Si je veux réussir, il va falloir que je travaille. Fait que là, j'ai travaillé, puis avec de l'encadrement, puis du travail. Puis quand tu vois que tu as des bonnes notes dans des examens, ben, ça t'encourage. Puis ça ne porte pas pantoute à révolter. Je trouve que ça t'encourage à continuer. Puis l'année se passe, puis tu l'as réussi, puis tu es content. Daniel n'a pas le choix. S'il veut demeurer à l'atelier de culture, il doit s'exécuter. Devoirs, leçons et préparation d'examen. Il me disait toujours, j'ai beaucoup de leçons puis de devoirs. Puis moi, j'ai disais, ben oui, prendre le temps de les faire comme il faut. Puis là, à 6h30, il s'installait à ses leçons puis ses devoirs, jusqu'à 9h30, à tous les soirs. Ça, est-ce que c'était nouveau? Oui, c'était nouveau parce qu'avant ça, il se mettait pas souvent le nez dans ses livres. Puis là, il s'est mis à étudier. Puis là, ben, j'ai vu de gros changements. Je me suis rendu compte qu'il y a un sujet qui vous préoccupe particulièrement parce que je pense que la plupart d'entre vous, surtout les garçons, les filles, l'ont pas traité, c'est l'alcool au volant. Bien sûr, vous êtes bien intéressés par ça parce que vous êtes à l'âge où une demi-bière vous saoule. Alors, maintenant, les filles, c'est intéressant parce que les filles ont aussi majoritairement traité d'hommes de leur rêve. L'homme du rêve des filles, vous voulez savoir ce que c'est, les gars? Oui. L'homme du rêve des filles, il est fort, musclé, autoritaire, volontaire, sans être macho. Et dans tous les cas, il est très beau. Il y a des filles qui disent que c'est pas important. Il y a des filles qui disent que c'est absolument pas important pour elles, la beauté, qu'elles comptent sur la beauté intérieure, mais finalement, elles ne parlent que de beaux yeux bleus, de beaux blonds. Elles décrivent fatalement Robert Redford. L'encadrement, c'est aussi un retour à l'enseignement plus systématique des matières de base. Les mathématiques, l'anglais, mais surtout le français, cette langue maternelle avec laquelle on décode toutes les autres matières. Puis, bon, c'est un de ces professeurs que j'admire beaucoup qui n'a jamais voulu donner d'examen objectif à ses élèves. Roger Dupuis fait de la biologie. Tous ses examens doivent être composés. Et chaque année, il m'apporte des travaux d'élèves qui disent « Mais c'est affreux, j'y comprends rien. » Ça se peut pas, c'est pas un tel qui t'a écrit ça parce qu'il écrit très, très bien. Il n'en fait pas de faute de français. Alors, d'un seul coup, l'élève, bon en français, se déguise en élève de biologie qui fait plein de fautes puis écrit sans allure. Souvent, leur problème de mathématiques vient d'une méconnaissance de la langue française. C'est en décortiquant souvent un problème qu'on appelle un problème écrit, un problème de vie courante. Ils ont de la difficulté à transférer les données écrites, littérales de la vie en symboles mathématiques. C'est pas sûr qu'ils vont comprendre la donnée du problème. Ils sont incapables de lire un problème. Ils vont avoir beaucoup de difficultés de lire un problème et comprendre un problème. Je ne pense pas qu'on puisse apprendre une langue seconde de la même façon qu'on apprend sa langue maternelle. C'est-à-dire que quand on apprend sa langue maternelle, on se constitue une espèce de grammaire intermédiaire avant de rentrer dans la norme. Tandis que dans la langue seconde, il faut pouvoir s'accrocher à quelque chose. Il faut pouvoir avoir des références à quelque chose. Et quand le point de référence idéal, c'est sa langue maternelle. Or, si on ne connaît pas dans sa langue maternelle les points de référence requis pour faciliter l'apprentissage d'une deuxième langue, ben, ça crée des problèmes. Vous n'aurez jamais de problème quand vous allez avoir fait la différence entre le subjonctif et l'indicatif. À la commission scolaire Chaumédé de Laval, les enseignants ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Depuis septembre, le français est à l'honneur. Comme dans les autres écoles, on continue d'évaluer la qualité du français à travers les compositions, les exposés des élèves. Parmi vous, là, il y en a sûrement qui éprouvent des difficultés en français, qui sont conscients, là, qu'ils ont certaines difficultés en français. Est-ce que vous pourriez lever la main, ces gens-là? Mais à Chaumédé, on a décidé d'aller plus loin. Cette année, jusqu'à 30% de l'enseignement du français est consacré à l'étude systématique de la grammaire. La dictée et la composition servent d'outils pour mesurer le degré d'assimilation des règles capricieuses de la langue française. Ce serait dû à quoi? Pourquoi? Bien, au primaire, j'ai eu beaucoup de dictées, puis je lis beaucoup aussi, ça m'aide beaucoup la lecture. On a tout simplement pris comme principe de mettre l'accent sur l'enseignement de la grammaire et de l'orthographe. Donner à l'élève l'outil dont il a besoin pour améliorer sa production écrite.
ses compositions, comme on dit. Alors, tout simplement, on veut que le programme qui est vu en première secondaire, par exemple, soit vraiment compris, vérifié, assimilé et retenu par l'élève. Le chat est aimé particulièrement pour la douceur de ses manières. Parfois, il se laisse tourmenter à son tour. À la commission scolaire de Chaumédé, les professeurs de français soumettront tous les élèves du secondaire à un examen d'orthographe et de grammaire en juin prochain. Pour eux, il est extrêmement important que l'on cesse de décerner des diplômes à des ignorants. Pardon? F-R-I-S-O-N-N-E-R. Est-ce que tu as mis seulement qu'un S à frissonner? Ah oui. Ah, ça va faire prisonner. Ah. Ailleurs, comme à l'école Mitchell de Sherbrooke, les élèves fuyaient littéralement l'école tellement sa mauvaise réputation était grande. Un meilleur encadrement et une campagne de publicité auprès des écoles primaires et des parents font maintenant de Mitchell une des bonnes écoles de la région. Nous autres, face à ça, on a essayé de faire de l'école publique, l'école privée, leur donner ce qu'ils attendaient. Alors, c'est là qu'on a créé, à ce moment-là, c'était le carnet de l'élève. Et puis, c'est devenu l'agenda qu'on a aujourd'hui. Justement, une formule d'encadrement qui est très appréciée des parents parce qu'ils sont prévenus, ils sont avertis à tous les jours de ce qui se passe à l'école. Alors, c'est quotidien, le professeur annote l'agenda et puis ça doit être signé par les parents le soir. Les enseignants aussi se sont impliqués dans cette opération de revalorisation. Une vingtaine d'élèves qui quittent l'école publique pour l'école privée, c'est un poste de moins pour les professeurs. Les professeurs ont fait un dépliant qu'ils ont envoyé dans des écoles, différentes écoles qui nous alimentent. La direction d'école a rencontré les directions d'école des 7 écoles qui nous alimentent. Les comités d'école se sont rencontrés. Donc, le marketing, tout le monde a participé à donner une belle image de l'école Mitchell. Ce qu'il y avait avant, mais si on ne publicise pas notre école... Vous pensez vraiment qu'il faut faire du marketing pour les écoles publiques? Mais c'est ça que c'est la mode aujourd'hui. Puis, on n'échappe pas à ça. Puis, il faut vraiment défendre notre marchandise, puis la vente, notre marchandise. Sans le crier sur les toits, l'école secondaire publique s'est ressaisie. Contrôle des présences et des retards. Récupération pour les élèves en difficulté. Agenda quotidien dans lesquels sont colligées les remarques des professeurs et les billets des parents. Dans plusieurs écoles, on a augmenté les périodes de cours à 75 minutes. L'élève ne voit plus 6 professeurs par jour, mais 4. Diminution radicale du vandalisme et, contrairement à la croyance populaire, propreté surprenante. Dans les classes, on a remis la qualité du français au tableau d'honneur. Les prix d'excellence et de fin d'année refont leur apparition. Il n'en demeure pas moins que certaines écoles sont plus difficiles à encadrer que d'autres. Nous sommes actuellement à la polyvalente Jean-Baptiste Meilleur de Repentigny, la plus grosse au Québec. 2700 élèves, c'est plus que la population de Rigaud et de Kamouraska réunis. À l'école ici, c'est notre quand même de notre préoccupation. C'est l'encadrement serré de nos élèves au niveau des problématiques reliées à la drogue, des problématiques reliées à l'alcoolisme, des problématiques de sollicitation aussi au regard des abus sexuels. Venant de l'extérieur, c'est pas juste de l'intérieur, on a des maraudeurs autour de l'école. Et dans toutes les polyvalentes, du même type que la nôtre, ça se vit partout. Sauf qu'on a des surveillants d'élèves à temps plein chez nous. Ce ne sont pas des policiers, ce sont des surveillants, des adultes qui ont une formation, qui interviennent en termes d'abord de contrôle d'encadrement et d'aide à l'élève, ils les dirigent. L'école secondaire publique, ce n'est pas le paradis, loin de là. Mais la récréation est bel et bien terminée. Après les recettes magiques aussi nombreuses que variées, l'heure n'est plus à l'école laboratoire, mais à l'école lieu d'apprentissage. C'est le deuxième souffle de la réforme de l'éducation au Québec. La nouvelle école secondaire veut laisser derrière elle les débats. Le temps est venu pour l'émulation et l'évaluation. L'évaluation des programmes, celle des élèves et des professeurs.
Mais surtout, l'école devra entreprendre sa propre évaluation. Alors, mais alors seulement, les parents commenceront à exiger que le réseau scolaire mette à leur disposition des écoles publiques qu'ils voudront et pourront choisir. Demain soir, nous poursuivrons notre série par un portrait des enseignants dont on se demande fréquemment de nos jours s'ils ont toujours la vocation, comme on disait autrefois. Les enseignants sont-ils victimes ou complices? Nous tenterons de répondre. Ils travaillent fort et qui font des choses intéressantes. Je pense que ce qui joue en partant en notre défaveur, c'est le nombre de jours de classe. Ça, bon. Ils sont relativement peu nombreux si on estime que la majorité des gens travaillent 365 jours par année, ce qui est tout à fait inexact, mais le sentiment général, c'est que les professeurs ont beaucoup de vacances. C'est pas fou, effectivement. À propos de vacances, on n'a pas à se plaindre de ça. Alors de là, ensuite, quand on critique l'école, quand on critique l'apprentissage, quand on a l'impression que les enfants ne savent rien, à dire que ces personnes qui, en plus d'avoir 2 mois de vacances, sont incapables d'exercer leur métier correctement, donc, bon, oui, ça se fait. Ça se fait aussi par publicité gouvernementale, largement, il y a peu de temps. C'est-à-dire que c'était pas un accident, ça faisait partie d'une tactique qui consistait, en gros, à comprimer la masse salariale. Je pense qu'il ne faut pas se cacher que la dernière ronde de négociation avec tout l'appareillage que le gouvernement y avait mis, ça a créé, je pense, une image très défavorable aux enseignants. Puis je pense pas que les enseignants soient différents de ce qu'on était il y a quelques années. On vous reproche beaucoup d'être devenus des spécialistes des conventions collectives, même plus que des spécialistes des programmes d'enseignement. Je pense que c'est beaucoup dire. C'est sûr qu'on veut faire valoir nos droits et puis on veut faire respecter au moins les normes qui sont dans nos conditions de travail actuelles. Mais personnellement, je peux vous dire qu'au niveau de notre travail journalier, un coup que les normes de travail sont organisées et respectent les conventions collectives ou les décrets, je pense pas que ça intervienne tellement, ça. Avant qu'on commence, on pourrait faire une petite revision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire ce que c'est une perpendiculaire? Le 109 se fait rare chez les enseignants du secondaire. Comme c'est le cas ailleurs dans notre société, les postes se libèrent au compte-gouttes. C'est un monde sclérosé, un peu le monde de l'éducation. Il n'y a pas beaucoup de 109, presque pas de nouveaux professeurs. Ça, est-ce que c'est souhaitable que ça continue comme ça? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'on remette en question des acquis, l'ancienneté, alors? Moi, ça non plus, je ne suis pas d'accord, mais je pense que le gouvernement a des moyens de favoriser les prises de retraite et qui ferait qu'il y aurait des gens quand même qui quitteraient l'enseignement pour laisser de la place un peu aux plus jeunes. Il y a sûrement des enseignants qui accepteraient des conditions favorables. D'ailleurs, on l'a vu avec les congés de pré-retraite. Il y a beaucoup de gens qui en ont bénéficié puis qui ont fait qu'il y a pu avoir au moins de maintenir le personnel. Ginette Pépin accueille dans sa classe une stagiaire, une future enseignante qui se spécialise en mathématiques. Les Grecs ont inventé les nombres. C'est que le chiffre 1, ils l'écrivaient comme ça. Les Grecs. Parce que dans cette notation-là, il y avait juste un angle. Comme le chiffre 2, il faisait comme ça pour indiquer qu'il y avait 2 angles. Pour devenir enseignant au secondaire, les futurs professeurs doivent s'inscrire au baccalauréat à l'université. Ils choisissent alors une spécialité comme les mathématiques, le français. Leur formation, 2 années de spécialisation et 1 année de pédagogie, comprenant un stage de 7 à 10 semaines dans une école. Yolène Rousseau donne un cours sur les angles à des élèves de secondaire 1. Elle se sert du tableau pour noter les définitions. Majuscule est devenu majescule. Et ce n'est pas une faute d'inattention. Il faudra l'intervention de 3 élèves pour que la stagiaire de mathématiques ait des doutes sur l'orthographe de la malheureuse majuscule. Ce qui fait la manchette des journaux actuellement, c'est que les jeunes comme vous ne savent plus écrire. Et pourtant, ce sont ces mêmes jeunes-là qui vont enseigner dans quelques années. Ça vous inquiète pas un peu? Inquiétant, oui et non. Oui, dans le sens, bon, là, encore là, est-ce que c'est de la faute de l'université si on écrit mal? Je pense que moi, j'aurais aimé, dans mon programme de mathématiques pédagogiques, qu'on ait à l'intérieur un cours, peut-être un petit cours de français, juste pour pas perdre, parce qu'on perd ça à la longue, le français,
On fait tout le temps, moi, je suis en maths, on fait tout le temps des mathématiques. On perd l'habilité. Si tu veux, ça se perd un peu. J'aimerais ça qu'on soit formé plus, là, avoir un ou deux cours de français. Vous avez déclaré l'an dernier qu'il était possible au Québec d'obtenir un diplôme d'enseignant sans savoir lire, écrire et puis encore moins enseigner. Est-ce que c'est si effrayant que ça? Est-ce que c'est aussi effrayant? Moi, je dirais qu'il y a une minorité d'enseignants qui réussissent à obtenir leur diplôme sans savoir ni lire ni écrire. Pourquoi? C'est que, d'une part, à certains cours, on n'exige aucun travail. À une minorité de cours, il y a des examens, finalement. Donc, il y a eu un certain laisser-aller au niveau de la formation des éducateurs qui explique peut-être cet état de choses, mais ce n'est pas nécessairement dû à l'université. Si le français était mal appris, je ne sais trop, au niveau collégial, secondaire et primaire. Yolène Rousseau, comme tous les autres aspirants professeurs du secondaire, est elle aussi victime d'un système de surspécialisation. Pour le secondaire, on continue encore à former des gens qui sont très spécialisés. Pourtant, une fois qu'ils sont sur le marché du travail, un professeur de mathématiques peut enseigner la chimie, peut enseigner la physique. Pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas une formation qui est plus large? On en vient à vouloir former des éducateurs polyvalents en regard des matières scolaires. C'est ainsi que quelqu'un devrait être formé aussi bien à enseigner la physique, la chimie, la biologie, l'écologie, etc. Donc, former des matières connexes. Les sciences de la nature, les sciences humaines, les langues, mathématiques, etc. Et non plus se retrouver dans des situations totalement incongrues d'un professeur de catéchèse qui, du jour au lendemain, s'improvise professeur de physique ou vice-versa, vous savez. Ça, c'était des gestes malheureux qui ont été posés dans le passé, mais qui ne reviendront pas, j'en suis sûr, parce que c'était des éléments qui ont dévalorisé beaucoup la profession. Depuis 2 ans sur le marché du travail, René Lavoie a d'abord enseigné à Rimouski. Cette année, il a encore réussi à se caser, cette fois à Québec. Il enseigne le français à des élèves du professionnel de la polyvalente de Charlesbourg. Il estime que sa formation a été adéquate. Mais une chose certaine, c'est que les profs de français, d'après moi, ceux qui sont formés à l'université ne peuvent pas sortir de là puis faire des fautes. Donc, quand on parle de fautes d'orthographe, etc., là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est impossible parce que, c'est ça, j'ai vu les chiffres l'autre fois, je me suis dit, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible parce que les cours les examens, puis tous les travaux qu'on a à remettre, on est jugé là-dessus. Donc, si tu fais des fautes, il n'y a pas moyen, tu t'en sors pas, tout simplement, tu n'as pas de notes, donc tu passes pas tes cours. Dis-moi, qui est ton professeur? Et je te dirai si tu aimes l'école. Un peu trop simpliste peut-être. Pourtant, tous les élèves à qui nous en avons parlé nous ont décrit l'école idéale à travers le professeur de leurs rêves. Peu importe la grosseur de la classe ou l'aridité de la matière, ce que les élèves recherchent avant tout, c'est l'écoute et la présence de cet adulte qui pourra ensuite, mais ensuite seulement, leur transmettre ses connaissances et le goût d'apprendre. Lisette, ça va-tu? Oui. Pose-moi la dernière question, je suis bien payé, juste pour te répondre. Au Québec, le portrait type de l'enseignant se lit comme suit. Un homme de 43 ans, il enseigne depuis 21 ans et il a 17 ans de scolarité. Il gagnait 35 666 $ avant les négociations actuelles. Il y a 20 ans, il écoutait Charlebois comme ses élèves. Maintenant, il a des enfants qui écoutent Van Halen comme ses élèves. Les enseignants dont l'image est ternie auprès du public et surtout auprès des parents ont eux aussi subi les soubresauts des changements de programme et des nouvelles pédagogies. Si je te dis de retrancher, à quoi tu vas penser tout de suite? Moi, je vais commencer par foi, l'éducation. Retrancher. En plus d'avoir affronté les décrets et la mauvaise publicité gouvernementale, ils ont dû s'ajuster, comme leurs écoles, au phénomène de l'offre et de la demande. D'où la supplantation, le bumping si l'on veut, et la mise en disponibilité. Moins fréquent maintenant qu'au début des années 80, ce phénomène a touché quand même 2000 professeurs cette année. Vous êtes professeur au secondaire. Vous êtes spécialisé en quoi? En français. Bac en enseignement secondaire en français. Qu'est-ce que vous enseignez cette année? Les mathématiques et la géographie. Comment ça se fait? Parce qu'il y a un principe de bumping dans l'enseignement qui fait que les plus jeunes, dont je suis, n'ont pas de poste assuré. Vous l'avez su quand vous alliez enseigner les mathématiques? 2 jours avant de commencer la session. Et vous vous étiez pas préparé? Je m'étais fait l'idée des maths parce que j'en avais demandé dans le passé, mais je m'étais préparé tout l'été en fonction du français. C'est une préparation qui a servi à rien? Non, elle est encore chez moi.
La première année, par exemple, où j'ai été mise en disponibilité et que j'ai fait de la suppléance, qu'on m'appelait le matin à 8 heures, que j'allais dans une école et qu'à 1 heure l'après-midi, j'allais dans une autre, et que j'ai donc fait dans une semaine de l'économie familiale, de la physique, du français, de l'anglais et même de la musique, c'est certain que quelque chose comme ça, c'est tuant physiquement, c'est décourageant aussi dans un métier. Et c'est une non-reconnaissance de ses capacités. On se fait dire, t'es bonne à rien, t'es bonne à tout. Hein? T'es bonne à tout dans le sens que tout ce qu'on te demande, c'est d'être un très bon policier. Donc, tu rentres dans une classe, puis tu fais taire tout le monde. Et si tu réussis à faire ça, t'es correct. Mais ça, c'est pas enseigner. Ça, c'est pas être un éducateur. C'est pas être quelqu'un qui est bien avec des jeunes et qui a le goût de travailler avec des jeunes. C'est d'un rôle de policier. Moi, j'avais ma formation, comme vous avez dit, était légale. J'étais et je suis avocat. J'ai commencé par enseigner le droit, puis on m'a envoyé après 7 ans enseigner en orthopédagogie. Évidemment, les premières années, on fait ce qu'on peut. On est un peu lâche aussi. Parce que d'accepter une situation de même, parce qu'on a une famille, parce qu'on a femme, enfant, on se dit, ben, il faut bien travailler. Mais jusqu'à quel point on pense à l'enfant qui est en difficulté, ou si on m'envoie, j'ai déjà enseigné une dizaine de matières en 15 ans, changé d'école 5 fois. Chaque fois qu'une chose comme ça arrive, nécessairement, à mon sens, les élèves en souffrent un peu. Il faut prévenir. C'est bien important de toujours prévenir. Les Anglais diraient qu'on a tous un squelette dans son placard. Au secondaire public, ce que l'on cache un peu comme une maladie honteuse, c'est l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel agonise après avoir attendu pendant une dizaine d'années une réforme gouvernementale dont la mise en application est prévue pour septembre 87. Le professionnel, c'est l'échec. Tant pour la quantité, les élèves s'inscrivent de moins en moins à ces cours, que pour la qualité. Je tiens la languette et je demande au patient de fermer la bouche. Donc, je tiens la languette et je ferme la bouche. Presque tout a été dit contre le professionnel. Entre autres, son incapacité à motiver les élèves qui se retrouvent aux ateliers, souvent parce qu'ils détestent l'école. La tâche est particulièrement difficile pour un professeur qui enseigne une matière académique comme le français. En quoi est-ce que les élèves du professionnel sont différents des élèves du secteur régulier? Le profil type, c'est un étudiant qui n'aime pas beaucoup l'étude et qui veut se dépêcher de terminer l'école d'une certaine façon. Donc, pour lui, il va choisir souvent cette voie-là. Mais il y a quand même des étudiants qui vraiment sont là par goût, c'est parce qu'ils aiment ça. Et ceux-là, la plupart du temps, vont continuer au PL, professionnel long, vont faire un professionnel long 5 ou 6. Même, il y en a quelques-uns, depuis quelques années, qui continuent au cégep. Et on ne fait pas goûter à chaque client. Tu fais goûter au premier, à celui qui a commandé la bouteille. Mais après ça, tu fais plus goûter. Jacques Dubois est un ardent défenseur du professionnel au secondaire. Parce qu'il y croit et qu'il mise sur l'excellence, il réussit à communiquer son ardeur à ses élèves. En plus de s'occuper de la cuisine de la cafétéria de l'école, les 125 élèves en alimentation assurent, 3 jours par semaine, la cuisine et le service d'un restaurant à l'intérieur de la polyvalente. Formation académique plus poussée et expérience concrète. Contrairement à beaucoup d'autres options qui mènent directement au chômage, ces élèves de la polyvalente de Charlesbourg se trouvent presque tous un emploi à leur sortie du secondaire. Parce qu'un gars qui sort d'un secondaire 5 général, sans métier, lui, il est réellement mal pris, parce qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas un grand débouché. Quand on sort avec un métier, malgré que c'est difficile et que tout le monde ne se placeront pas la première année, on a de meilleures chances de se placer. Et une fois qu'on sera placé, on aura un certain contrôle de l'emploi qu'on va avoir. La réforme de l'enseignement professionnel promise par le ministre de l'Éducation, Claude Raïun, suscite beaucoup d'espoir. Élimination des voies de garage, diminution du nombre d'options, formation académique plus poussée. Cette intervention sauvera, du moins à court terme, le professionnel d'une mort certaine. Elle remettra au travail une partie des enseignants du professionnel qui se sont retrouvés en disponibilité, faute d'élèves. Cette réforme tentera aussi de maintenir le vieil idéal de la Révolution tranquille, asseoir sur les bancs d'une même école le fils d'ouvrier et le fils de médecin. Si on avait accepté d'admettre que des gens peuvent être différents, si on pouvait accepter qu'il y a dans l'école des clientèles étudiantes différentes. Quand un gars est fils de docteur qui veut devenir médecin, on applaudit. Quand un gars est fils de garagiste qui veut devenir garagiste, on trouve que ça n'a pas d'allure. Moi, je ne vois pas où est la différence. Pourquoi un fils d'ouvrier serait-il pas intéressé à 18 ans à être autonome, qui ne voudrait pas gagner sa vie lui-même à 18 ans, quitte à poursuivre par la suite des études ultérieures? Indescriptible.
Presque tous les professeurs souhaitent que l'excellence soit mise de l'avant à l'école. Évaluation des programmes, des élèves et des écoles. Mais comment évaluer à leur tour ces éducateurs dont la réputation fait celle de tout le système? Demain, les décrocheurs. Nous nous demanderons alors pourquoi un enfant sur 4 ne termine pas ses études secondaires. Mazda va plus loin que tous ses concurrents pour prouver la qualité de ses voitures et camionnettes. Aucun autre constructeur automobile n'a jamais démontré une telle confiance en ses véhicules. Pendant un temps limité, Mazda offre une garantie prolongée de 5 ans, 100 000 km sans coût additionnel sur toutes les nouvelles Mazda. Son nom, la garantie spéciale Leadership Mazda. Pour servir un pays comme le nôtre, il faut savoir inventer des chemins. Comme celui qui porte le papier de la côte nord à New York par chemin de fer. Flottant quand il le faut. En reliant par traversier rail et chemin de fer les industries et forêts de la côte nord aux riches marchés de la Nouvelle-Angleterre et de New York, le CN aide l'entreprise de chez nous à relever le défi du monde pour le plus grand bien du pays tout entier. Ce n'était jamais arrivé dans toute l'histoire du Canada qu'un musée soit obligé de dire au public une semaine avant la fin d'une exposition « Trop tard, il n'y a plus de place ». C'est pourtant le cas de cette extraordinaire exposition de 40 des plus belles toiles des Gauguin, Monet, Picasso, Renoir, Matisse, Van Gogh et Cézanne. 40 chefs-d'œuvre qui appartiennent à l'Union soviétique, des tableaux achetés à l'époque par 2 millionnaires russes avant la Révolution de 17 et nationalisés bien sûr par la suite par les bolcheviks. Le Musée du Québec a réussi un vrai coup de maître. Voici comment, et à la fin de ce reportage, puisque les guichets sont fermés maintenant, notre caméra vous montrera 4 bonnes minutes de ces superbes images. L'exposition des impressionnistes, Québec l'avait demandé depuis février dernier. La réponse de Moscou était nette. Après les États-Unis, les tableaux repartent pour l'URSS. Pourtant, le mercredi 1er octobre, la conservatrice reçoit un télégramme de Moscou. Je suis arrivée à Moscou le lendemain et je n'avais pas de rendez-vous fixe. Peut-être on accepterait de me recevoir, je ne savais pas à quel moment, si on me recevrait ou non. Enfin, c'était tout simplement une ouverture de la part du ministère de la Culture, nous laissant croire que